chaque fois qu'une femme refuse d'être raisonnable, chaque fois qu'elle parle à voix haute et parfois à voix trop haute, c'est peut-être une victoire plutôt pour Fanny Moser que pour Sigmund Freud. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Hier, nous avons laissé Fanny à son retour à Zurich. Elle va reprendre donc sa vie mondaine, comme je vous le disais hier, sa vie intellectuelle aussi, continuer de fréquenter des savants, de tenir salon et de financer des recherches parce qu'elle reste très très riche, puisque son mari avait créé cette manufacture horlogère qui existe encore et qui est extrêmement florissante. Ses proches continuent de la décrire comme quelqu'un de plutôt exigeant, parfois rude, mais très souvent lucide. Et tout le monde s'accorde à dire qu'au fond, elle n'a pas vraiment guéri, elle a simplement repris sa liberté. L'histoire de la guérison, on va en reparler un peu plus tard, parce qu'il se trouve que Freud a eu une correspondance avec la fille de Fanny Moser, qui s'appelle aussi Fanny, et à qui il a confié quelques doutes sur la manière dont il avait pris en charge sa mère. Mais ça, je vous en parle dans un instant. Parce qu'en fait, c'est important de poser un peu le contexte. On est à la fin du 19e siècle, et l'hystérie, c'est le mot magique pour qualifier les femmes, et notamment les femmes qui ne rentrent pas dans le rang, celles qui ne sont pas tout à fait comme il faudrait être, selon un pouvoir patriarcal qui a posé un certain nombre de critères, et qui fait que finalement, très peu de femmes entrent dans cette fameuse case. Et les médecins l'utilisent à tout bout de champ, ce terme d'hystérie. Quand on a des spasmes, des bégaiements, quand on est fatigué, quand on est en colère, une femme en colère, c'est forcément une femme hystérique. Et vous voyez bien que ce terme est resté dans le vocabulaire qu'on utilise encore aujourd'hui. Déjà à l'époque, il y a des médecins qui remettent en question ce raccourci qu'on a posé entre problématiques dites typiquement féminines et le mot d'hystérie. Auguste Forel, par exemple, que Fanny avait aussi consulté, ou Pierre Janet vont s'en agacer. Ils vont dénoncer une sorte de catégorie complètement fourre-tout qui est en fait dépourvu de base médicale solide. On ne sait pas, on pose juste ce diagnostic d'hystérie parce qu'on pense que c'est celui-là. Mais quand je dis « on », c'est surtout Sigmund, c'est notre ami Freud qui persiste. Parce que lui, il voit dans toutes les femmes qu'il rencontre des problématiques liées à leur sexualité, des désirs refoulés, des corps qui parlent la langue du manque, et il est tout le temps dans ce prisme-là de lecture. Ce qu'il ignore, c'est que ces corps, ils parlent. Bien sûr qu'elles parlent, ces femmes, par leur corps. Mais elles ne parlent pas de sexe. Ou pas forcément. Elles parlent de solitude. Elles parlent de frustration sociale. Elles parlent de toutes les violences qu'elles vivent, qu'elles soient physiques, qu'elles soient très concrètes ou qu'elles soient symboliques. En fait, les corps des femmes parlent d'un monde où elles n'ont aucune place pour dire ce qu'elles ressentent. Et donc, forcément, qu'elles somatisent. C'est des choses qu'aujourd'hui, on connaît très bien. Je vous parlais tout à l'heure de la correspondance que Freud a eue avec la fille de Fanny Moser et qui dit, des décennies plus tard, il écrira en 1935 à la fille de Fanny pour lui dire « À l'époque, je ne comprenais rien du tout au cas de votre mère. C'était une erreur diagnostique. » Vous vous rendez compte ? 1935, il fait son mea culpa. Alors c'est tout à fait extraordinaire parce qu'il ne l'a pas fait sur beaucoup de cas, mais là, il a reconnu qu'il avait été face à quelqu'un de plus fort que lui. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il a remis en question l'hypnose pour partir dans la conversation libre, ce dont je vous ai déjà parlé hier. Je réfléchissais à tous les liens qu'on peut faire avec l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, et puis je pensais au fameux « Calmez-vous, ça va bien se passer » que Gérald Darmanin a lancé à Apolline de Malherbe un matin à la radio, parce qu'elle lui posait des questions qui le gênaient. Freud a laissé des traces absolument partout, et on va en parler un peu plus loin. Freud, il a aussi été le sujet d'analyse de plusieurs penseuses, de plusieurs chercheuses, notamment féministes, qui vont réfléchir, qui vont relire Freud, qui vont remettre en question. Elles voient en fait plutôt que des hystériques, elles voient plutôt des résistantes dans les femmes qui ont passé entre ses mains, parce qu'elles ont résisté à cette forme de patriarcat médical, à cette manière de traduire peut-être une forme de peur des femmes
et de leurs paroles qui avaient besoin d'être censurées pour toutes sortes de raisons liées à des enjeux de pouvoir et pas à des enjeux de santé. Si on prend par exemple Luce Irigaray, qui a écrit un essai qui s'appelle « Ce sexe qui n'en est pas un », elle montre que Freud, comme plein d'autres hommes à cette époque, écrit l'histoire à partir d'un seul sexe, d'un seul genre, le sien. C'est quelque chose qui aujourd'hui est assez largement accepté par les recherches médicales. Pour Freud, au fond, la femme, elle n'existe qu'en creux. Elle est une sorte d'absence, de manque et d'envie de pénis, si on le dit avec ces mots-là, je reprends les mots de Irigaray. Et donc l'hystérique, dit-elle, Luce Irigaray, elle fait scandale parce qu'elle parle sans qu'on lui en donne la permission. C'est son corps qui devient un cri. Et un cri qui dit « Je ne suis pas votre autre, je suis entière et je m'exprime. Et j'en ai absolument le droit. » J'ai aussi envie de vous parler d'un autre essai d'une philosophe et psychanalyste qui s'appelle Sarah Kaufmann, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Freud et ses femmes ». Elle observe que Freud, il s'est beaucoup nourri des récits de ses patientes, tout en les effaçant de ses livres. Et je vous le disais hier, le fait qu'avec Fanny Moser, avec sa patiente modèle qu'il avait rebaptisée Amy von N, personne n'a jamais entendu parler de Amy von N à part d'un cas clinique dont il a parlé quelquefois. Alors que c'est elle qui lui a permis de faire cette transition entre l'hystérie et la parole libre. Mais tout ça, ça n'apparaît nulle part. C'est uniquement dans les pensées de Freud, comme s'il avait réussi à faire toutes ces avancées tout seul. Sarah Kaufmann, elle parle de l'hystérie comme d'une manière de mettre en scène sa propre révolte. D'avoir des crises, d'avoir des gestes ou des silences, c'est pas des symptômes, c'est juste des manières de rester en vie. Et elle le dit dans son essai, c'était pour les femmes de l'époque une manière de pouvoir continuer d'exister. On a ensuite une alliance vraiment intéressante de deux chercheuses, une historienne, Michèle Perrault, et une psychanalyste qui s'appelle Elisabeth Roudinesco. Elles vont écrire une somme sur ces questions-là qui s'appelle « Histoire de la psychanalyse en France ». Elles rappellent ensemble que la médecine du XIXe siècle, elle est imprégnée d'une vision paternaliste du corps féminin. Évidemment, puisqu'on se place que d'un seul prisme et qu'on n'envisage pas autre chose. Et qu'il y a tellement de mystères dans ce corps féminin qu'on ne peut que lui attacher un certain nombre de fantasmes. Est-ce que j'ose dire le mot? Ou est-ce qu'il est trop attaché à Freud? Un certain nombre de fantasmes, un certain nombre de peurs et un certain nombre de stigmates qui vont être bien sûr largement remis en question par la suite. L'hystérie, c'est une sorte de cordon sanitaire. C'est un moyen de neutraliser les femmes qui débordent du rôle qu'on attend d'elles, c'est-à-dire d'être épouse, d'être mère et surtout d'être silencieuse. Quand les femmes sont trop éduquées, on pense qu'elles sont malades. Et il y a tout un discours qui se développe autour de ça. Quand elles sont trop ambitieuses, ce sont des névrosées. Quand elles sont trop libres, là, excusez-moi, mais nous sommes dans l'hystérie la plus pure. Et c'est des mots pièges, malades, névrosés ou hystériques, mais hystérique c'en est un particulièrement puissant, parce qu'il a été inventé pour contenir celles qui voulaient échapper à cette norme. Souvenez-vous de cette scène qui a eu lieu il y a quelques mois devant le tribunal d'Avignon lors du procès de Mazan. Vous vous souvenez de cet avocat qui un jour sort, se fait accueillir assez mal par des militantes féministes qui sont devant le tribunal et qui les invective en parlant d'hystérique et de mal embouchées, en disant que ce sont des tricoteuses parce que ce sont celles qui font du bruit. Comment ça se fait qu'une femme dans l'espace public peut crier si fort? À quel moment il s'agit de la remettre à sa place? Tout ce vocabulaire, il a franchi les siècles. Combien de fois vous voyez des choses dans votre vie et dans votre tête passe l'idée qu'il y a peut-être de l'hystérie dans cette façon-là de se comporter? Je suis sûre que ça vous est arrivé. Ça nous arrive à tous et à toutes. Parce que nous baignons dans un système de genre, nous baignons dans une série de représentations de où doivent être les femmes et comment elles doivent se comporter. C'est inscrit dans notre inconscient. Et tout notre travail, c'est de nous décoller de cet inconscient pour prendre conscience de tous ces biais qui nous habitent également, même si on est sensible à ces questions-là, même si on a étudié longuement ces questions-là, même si, ça reste un sujet extrêmement épineux. Ce vocabulaire, il a aussi largement été utilisé et repris par Mona Chollet dans son essai sur les sorcières qui est sorti il y a quelques années. Le sous-titre de ce bouquin, c'était « La puissance invaincue des femmes ». Vous l'avez certainement lu. Et elle parle, elle, de 3 catégories différentes de femmes
qui sont pour elle considérées comme ces fameuses sorcières à mettre au banc de la société ou en tout cas à surveiller de près. Ces 3 types de profils féminins qui sont encore aujourd'hui très soupçonnés de beaucoup de choses. D'abord, il y a la femme indépendante, parce que les veuves et les célibataires, elles sont particulièrement visées à l'époque de la sorcellerie et elles continuent de l'être parce qu'elles sont bizarres encore aujourd'hui. L'essai tout récent de Lorraine Bastide sur le célibat, il va dans le même sens. Mona Chollet, elle parle aussi de la femme sans enfant, puisque dans toute la vision patriarcale et la vision traditionnelle de ce monde, les femmes se doivent d'avoir des enfants ou au minimum d'en avoir envie. Et 3e catégorie que Mona Chollet va traiter, c'est la femme âgée, celle qui est devenue et qui est restée depuis un objet d'horreur parce qu'elle ne peut plus enfanter. En fait, elle ne sert plus à rien. Elle est un peu migrodata, pour utiliser une formule que tous les Suisses et les Suissesses comprendront. La dernière penseuse dont j'ai envie de vous parler, c'est Monique Wittig. Monique Wittig, elle est vraiment importante et on l'a beaucoup réentendue depuis les mouvements féministes qui sont remontés à la surface depuis MeToo et un peu après. Monique Wittig, elle dit pas autre chose que ce que ses prédécesseurs ont pu dire, parce qu'elle montre dans la pensée straight que toute la psychanalyse freudienne repose sur une vision totalement hétérocentrée du monde. Le père, la mère, l'enfant. On est dans la sainte trinité patriarcale et dans le monde de Freud, il n'existe rien d'autre. C'est-à-dire que Freud, il a transformé ce schéma en vision totalement universelle, en vérité même universelle, qui n'est pas à remettre en question. À partir du moment où on s'échappe, où on s'écarte de ce modèle de base, alors on est forcément taxé ou soupçonné d'hystérie. Monique Wittig, elle appelle surtout à déprogrammer ce logiciel, à penser hors du genre et à penser hors de la hiérarchie des sexes. Pour elle, les hystériques, en fait, ce sont les premières hackeuses, parce qu'elles ont hacké le système. Elles ont fait bugger la grande machine patriarcale. Normal qu'on essaye de les taxer de tas de trucs un peu moches qui font peur à tout le monde. Si on le disait avec une image qui est plutôt rigolote, on pourrait penser que toutes ces penseuses, que toutes ces réflexions-là, elles permettent de comme renverser Freud sur son propre divan. Parce qu'elles montrent que là où lui, il voyait des symptômes, il y avait simplement des mots. Que là où lui, il cherchait des causes sexuelles, il y avait en fait des révoltes sociales. Et que lui, où il voyait de la science, on parle en fait de la langue du pouvoir. Et qu'à chaque fois, Freud revenait avec des espèces de visions totalement traditionnalistes et patriarcales, alors que les femmes étaient déjà en train d'exprimer autre chose. Le paradoxe, c'est que Freud, en voulant dompter la parole des femmes, il leur a finalement offert un immense espace pour exister, pour penser, pour remettre en question, pour déconstruire et pour continuer d'avancer. On voit que l'avancement n'est pas simple, on voit que parfois nous reculons, on voit qu'il s'agit toujours de se battre, il s'agit toujours de combattre, il s'agit toujours de lutter et que les choses ne sont pas acquises, qu'elles ne le sont jamais, définitivement. Mais quand même, une brèche a été ouverte. Toutes ces pensées, toutes ces visions-là, toutes ces remises en question et ces déconstructions, elles permettent d'ouvrir cette brèche. C'est peut-être de tout ça, au fond, que nous sommes les héritières à propos de Fanny Moser, mais la suite de la vie de Fanny Moser, ce sera aussi ses 2 filles, et je vous en parlerai dans d'autres épisodes. L'hystérie, elle rôde encore. Elle rôde face aux filles dont on pense qu'elles sont trop émotives, à celles qui sont trop sensibles ou à celles, encore pire, qui sont trop bruyantes. Ouais, Freud y croyait traiter une hystérique, mais en fait, il en a fait une véritable pionnière. Et pendant qu'il bâtissait une théorie, elle a construit sa propre liberté. Et un siècle plus tard, l'écho de tout ça, l'écho de cette liberté, l'écho de cette construction, de cette déconstruction continue. Chaque fois qu'une femme refuse d'être raisonnable, chaque fois qu'elle parle à voix haute et parfois à voix trop haute, c'est peut-être une victoire plutôt pour Fanny Moser que pour Sigmund Freud. Et à mon avis, peut-être que vous le partagerez, c'est aussi plutôt une sacrée bonne nouvelle. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à demain pour la suite de ces bulles.